Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place ? Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme ? Quelle surface donnent-elles à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement ? Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes 3, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie, et fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail. Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de 2 enfants et 4 livres, parmi lesquels Du labeur à l'ouvrage et En finir avec la productivité, critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie. Je suis active sur Welcome to the Jungle et le podcast Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour Sandra, bonjour Laetitia. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on enregistre notre 3e épisode de Place à prendre et on va vous parler des femmes dans l'art. Donc les femmes dans la littérature, dans la musique, dans la danse, dans toutes les formes d'art. Et on voulait commencer par une petite anecdote, et cette fois-ci c'est une anecdote qui vous est présentée par ma fille Béatrice de 14 ans, qui a intégré le système scolaire français tout récemment et qui découvre les lectures imposées d'auteurs français. Et récemment, on lui a imposé la lecture d'un livre de René Barjavel, un livre de science-fiction datant des années 60, que du coup, j'ai lu pour elle, pour pouvoir l'aider à en parler, en discuter, etc. Et je lui ai dit, moi, ce que je lui ai dit, c'est que ce livre est bien malgré une extrême misogynie. Le livre est le début des années 60. Il parle d'un monde utopique placé dans un lointain futur, mais c'est un monde utopique dans un lointain futur qui ressemble curieusement aux années 60 avec des femmes vraiment dans une position subalterne. Elles sont là pour être belles et pas grand-chose d'autre. Et la réaction de ma fille, c'est mais pourquoi ils nous font lire ça ? Il doit y avoir des tas d'autres choses. Pourquoi aller chercher dans les années 60 ? Alors les années 1960 lui semblent très lointaines. Que dira-t-elle le jour où on lui imposera de lire du Montesquieu ou du Montaigne. Mais sa réaction, c'était vraiment la question très sincère de genre, mais pourquoi ? Enfin, il y a tellement d'autres choses, pourquoi ça ? Et je trouvais que cette question très simple, elle m'a beaucoup secouée parce que je me suis dit, c'est vrai que nous, on a accepté pendant très longtemps l'idée des monuments de la littérature et en se disant, bon, ils sont bien, malgré leur misogynie, ils sont bien, c'est pas grave, il n'y a pas de femmes, mais c'est quand même des vrais auteurs, c'est quand même des génies et c'est quand même des œuvres monumentales, voilà. Et on est toujours, cette manière d'être un peu intimidé devant des grands monuments qui font autorité, qui ont fait l'histoire avec un grand H, l'histoire de la littérature, l'histoire tout court. Et nous, on se tait et on lit malgré. Et la génération de nos filles, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins évident d'accepter ça comme un truc, normal, qui fait partie de l'enseignement. Et c'est vrai que je sais pas si ça vous avez fait pareil, mais quand on était plus petite, adolescente, etc., à l'école, c'était que des noms masculins, que ce soit dans les cours d'histoire, parce que forcément on parlait que de guerre, que ce soit dans les cours de maths, parce que les mathématiciens c'était des hommes, que ce soit dans les cours évidemment de français, de langue, etc. Et c'était quand même de philo encore pire. On se souvient de la femme, Hannah Arendt, quoi. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'était l'exception. Peut-être certains ont eu entendu le nom de Simone Veil. Ou voilà, il y en a eu 2-3 comme ça. Les fameuses exceptions caution. Mais à part ça, c'est des génies. C'était quand même, quelque chose d'exclusivement masculin. Cette notion de génie, Laetitia, ça fait plein de fois que t'en parles. J'aime bien t'entendre parler de ça. Ce génie masculin, enfin qui ne serait que masculin d'ailleurs,
Parle-nous de ça. Oui, on est très intimidé par ce mot-là de génie. Moi, ça me le fait dans toutes les disciplines, les échecs, l'architecture, etc. Et on se prend toujours dans la figure l'idée qu'il existerait une méritocratie du génie. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment géniaux qui méritent de rentrer dans l'histoire, d'être connus, d'être écoutés, d'être médiatisés. Et puis, il y aurait des gens qui seraient juste un peu laborieux, qui travaillent derrière, qui bûchent, mais qui sont pas des génies avec un grand G. Et ce qui est dingue, c'est que cette notion de génie, en fait, elle est très excluante, elle est très injuste et elle est très fausse. Elle oublie le travail qu'il y a derrière. Elle est extrêmement biaisée. Elle est biaisée pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des gens qui décrètent qui est génie et qui ne l'est pas. Et en général, c'est des boys clubs d'autorité qui vont avoir tendance à être peu diversifiés dans leur profil, qui vont dire voilà, ça c'est du génie, ça n'en est pas. Et puis ensuite, il y a un effet d'exposition. C'est que plus tu as entendu quelque chose, plus tu as rencontré quelqu'un ou quelque chose dans une anthologie, dans un livre d'histoire, plus tu vas accepter ça comme faisant partie de ce qui est de l'ordre du génial, qui mérite de rentrer dans l'histoire. Et c'est particulièrement vrai dans la musique. On a tellement entendu Mozart, et c'est vrai que Mozart est génial, il ne s'agit pas de dire qu'il n'est pas génial, mais il y a tout un tas d'autres génies qui n'ont pas accédé à la notoriété du génie à côté de Mozart. Et après, l'effet d'exposition fait que plus tu l'as entendu, plus tu l'aimes, en fait. Parce que c'est vrai que la musique, mais c'est vrai que d'autres choses aussi, c'est qu'à force de voir ou d'entendre quelque chose, on développe une relation presque affective avec une œuvre. Alors, je pense que la musique, c'est vraiment fort. Non, c'est intéressant ce que tu dis, Laetitia, parce qu'on a vraiment l'impression d'une stratégie marketing du génie, c'est-à-dire que certains sans génie les uns les autres se promeuvent, et du coup on développe une stratégie pour mettre en avant certaines personnes et faire groupe autour d'elles, et finalement ça aussi c'est du boulot. C'est la prophétie autoréalisatrice, un peu, ce truc. Ça s'auto-alimente, quoi. Ça s'auto-alimente. Il y a une partie de ça qui se fait de manière insidieuse et qui n'est pas un complot planétaire de boys club méchants. Mais il y a une partie qui est clairement quand même décidée. Quand on parle des jurys de prix littéraires, par exemple, qui jusqu'à très récemment étaient vraiment quasiment exclusivement masculins, qui ne donnaient les prix quasiment qu'à des hommes. Et c'est le sujet du livre dont je voulais vous parler, de Julien Marsay, qui est un professeur de français, qui a écrit un livre au joli titre de La revanche des autrices. Et ce qu'il raconte est très intéressant, c'est qu'en fait, il montre que les femmes, elles ont été vraiment rayées, éliminées de manière très méthodique de l'histoire littéraire. Et jusqu'à récemment, j'ai pensé qu'il y avait vraiment beaucoup moins de femmes autrices que d'hommes auteurs. Parce que les fameux programmes scolaires, les anthologies, les émissions littéraires et toutes les autres sources d'informations sur la littérature me montraient une écrasante majorité d'hommes. Et donc, je m'étais créé toute une histoire, un petit peu nourrie par l'exemple de Virginia Woolf dans Une chambre à soi, où elle parle d'un personnage fictif qui est la sœur de Shakespeare, qui aurait été tout aussi génial que son frère, mais qui a eu tellement de bâtons dans les roues dans sa vie, violée, mariée de force et je ne sais quoi, et puis empêchée d'accéder aux conditions matérielles de production d'une œuvre, et que du coup, elle n'y est pas arrivée alors qu'elle avait le même talent inné. Et on a sur beaucoup de formes artistiques cette idée qu'il y a une barrière à l'entrée, qu'il faut d'abord quand même avoir reçu l'éducation, déjà savoir lire et écrire, ce qui était pendant longtemps quand même moins donné aux femmes qu'aux hommes. Mais en fait, c'était donné à très peu de monde, lire et écrire dans les siècles passés. Il y avait beaucoup de gens illettrés quand tu n'étais pas riche, bien né et que tu n'avais pas accès à l'éducation. Et du coup, en fait, il y avait en réalité, cette idée-là, elle est largement fausse en matière d'écriture. L'idée qu'il y aurait eu très peu de femmes qui avaient accès à l'écriture. Ce que montre Julien Marsay, c'est qu'il y en a énormément, mais elles ont été effacées, éliminées de manière très méthodique. Il y a même des femmes qui avaient rencontré beaucoup de succès dans leur siècle, qui étaient lues, qui étaient appréciées, et qui ensuite n'ont pas, dont la mémoire n'a pas survécu aux conceptions d'anthologie littéraire. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de gardiens du temple qui ont dit il faut retenir un tel et un tel et un tel.
et pas une telle, et qui n'ont gardé que quelques rares exceptions cautions, les fameuses schtroumpfettes du syndrome de la schtroumpfette, pour faire comme si ils n'avaient rien contre les femmes, mais où en fait elles ont été toutes méthodiquement éliminées au prétexte que c'était pas vraiment des génies. Mais Laetitia, ça me fait penser, je sais qu'on en avait déjà parlé, mais à The Wife de Meg Wolitzer. Ouais. Il faut pas qu'on en dise plus parce qu'on va spoiler. Alors, on va essayer de pas spoiler. Donc, c'est traduit en français. Le titre, c'est L'épouse. Et ça rappelle un concept justement inventé par Julien Marsay de épouse-autrice. Il écrit ça en un seul mot. Il invente le néologisme de épouse-autrice parce que parmi les épouses d'auteurs, il y avait dans l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont joué un rôle un petit peu plus actif que celui de la simple secrétaire ou celui de la simple bonne à tout faire. Un peu plus C'est-à-dire actif. qu'il y a une espèce de porosité. Il y en a qui n'ont vraiment pas joué un rôle très très important en termes de création, mais il y en a qui ont joué un rôle très important en termes de création et que ça a été même un procédé en fait pour les effacer. Et l'épouse de Meg Wolitzer, qui est un roman qui a déjà plus de 10 ans, qui a été aussi adapté au cinéma et qui est vraiment un thriller dont il s'agit de surtout rien dire pour ne pas spoiler parce que c'est un livre qui se lit avec énormément de plaisir. Mais en tout cas, il s'intéresse, il porte le regard sur le personnage de l'épouse de l'auteur à succès qui a un grand prix littéraire, etc. Et voilà, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle ressent et c'est quoi sa vie, etc. Et ça joue beaucoup sur ce rôle ou ce non-rôle de l'épouse autrice ou pas autrice d'ailleurs, mais en tout cas voilà. En lisant Julien Marsay, j'ai effectivement beaucoup pensé à Meg Wolitzer et on en avait parlé, mais il parle d'autres manières d'effacer les femmes. Il y a le plagiat pur et simple. Il y a plein d'exemples dans l'histoire de grands auteurs hommes qui ont plagié purement et simplement des autrices. Il y a l'histoire de celles qui ont beaucoup influencé, mais dont on oublie, dont il y a une espèce de dette d'inspiration, c'est-à-dire on oublie de les créditer, de créditer leurs bonnes idées et leur influence. Il y a aussi le syndrome George Sand, c'est-à-dire ces femmes qui ont écrit avec un nom d'homme pour pouvoir être prises au sérieux. Il y a tout un tas de mythes qui ont servi à décrédibiliser l'envie de création des femmes. Par exemple, le mythe de la muse, c'est-à-dire que la femme, elle est là pour inspirer le génie créateur. Elle ne peut pas donc créer elle-même. Elle est là pour être uniquement stimuler la créativité des hommes, mais pas pour être elle-même créatrice. Donc il y a plein de choses comme ça, d'éléments, de procédés, de mythes qui sont décortiqués dans le livre. Et dans la première partie, il réécrit un petit peu cette histoire du matrimoine oublié, c'est-à-dire toutes ces grandes figures féminines de l'histoire de la littérature qui n'ont pas reçu les louanges qu'elle méritait. Et c'est un super livre que j'ai envie de recommander et qui remet pas mal en question les idées préconçues sur justement la place des femmes dans la littérature. Au-delà de ce que pouvait déjà dire Virginia Woolf dans Une chambre à soi quand elle a dit les femmes n'avaient pas des conditions d'accès à la création littéraire. Alors, cette petite référence à Virginia Woolf me permet de faire ma transition. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un essai qui est paru en 71, mais qui a été remis au goût du jour. C'est un essai d'une professeure d'art et une historienne de l'art américaine qui s'appelle Linda Nochlin et qui a écrit un petit texte qui s'appelle, dont le titre est « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» Elle pose cette question et elle commence par dire alors on est encore face à un problème de femmes. Pourquoi les femmes n'ont pas réussi à accéder à la grandeur, avec en sous-jacent si les femmes n'ont pas accédé à la grandeur, c'est qu'elles ne sont pas capables de grandeur. Et elle, dans cet essai, elle va s'employer à détruire cette affirmation. Et c'est vraiment un essai très très intéressant qui commence par aussi j'aime bien, elle écrit de manière assez drôle et pragmatique, comme souvent les américaines, et elle dit, alors, quand on entend ça, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes? Notre première réaction, ça va être de dire, mais si, il y en a une. Donc, il va y avoir toute une frange de féministes qui va aller à la recherche de femmes artistes
peintres, sculptrices, dessinatrices, etc. Et on va essayer de déterrer ou de découvrir des femmes qu'on n'avait pas encore découvertes. Elle dit donc ça c'est une première ligne de défense, et la deuxième, on va dire mais en fait il y a peut-être une grandeur typiquement féminine. Il y a peut-être un génie féminin qu'on a oublié ou qu'on a occulté. Et Linda Nochtin, elle est assez drôle parce qu'elle dit non, en fait, les filles, le fait est, il n'y a pas eu d'équivalent de Picasso, de Michel-Ange, de Delacroix, de Cézanne. Il n'y en a pas eu. Et elle dit, dans la phrase suivante, elle dit mais mes frères, il n'y a pas non plus de génie intrinsèque qui serait typiquement masculin. C'est pas parce que nous, on a des hormones qui sont comme ci, on a nos règles, etc. C'est pas dans notre nature que s'inscrit cette absence de grandeur. C'est juste qu'on n'a pas eu les moyens, et tu en parlais aussi, Laetitia, on n'a pas eu les moyens matériels de devenir des grandes artistes. Donc elle s'applique ensuite à dire, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'époque, la plupart des artistes hommes étaient des fils d'artistes. Donc la profession d'artiste se transmettait pas mal de père en fils. Donc numéro 1. Numéro 2, les femmes avaient accès à très peu de structures, d'institutions et de moyens et de formation pour devenir artiste. Un exemple, par exemple, c'est que les nus étaient refusés aux femmes. Les femmes qui apprenaient la peinture, etc., n'avaient pas le droit d'avoir des modèles nus. Et de ce que je lis, en tout cas dans la peinture et dans le dessin, apprendre à dessiner des nus, c'est une étape fondamentale de la formation. Donc, elle n'avait pas cette transmission de père en fils. Elle n'avait pas les moyens matériels, institutionnels et éducatifs pour apprendre leur métier. Et donc, et en plus, elles étaient évidemment assignées à d'autres fonctions. On disait, les femmes doivent être avant tout des mères et des gardiennes, non pas du temple mais de la maison. Donc on les avait déjà mis dans une case. Donc elle déconstruit vraiment cette idée aussi du génie, comme quoi le talent artistique, c'est quand même quelque chose qui s'acquiert, c'est une discipline, c'est un travail, et c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le génie qui serait une force divine qui ne s'abattrait que sur les hommes. Et elle explique de manière hyper factuelle et pragmatique pourquoi on n'a pas eu autant de grandes artistes femmes que de grands artistes hommes. Et c'est un essai qui vraiment, je trouvais hyper d'actualité et qui mérite d'être lu et relu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est différent d'une forme d'art à une autre, en fait. C'est que même dans la littérature, il y a des formes d'art qui étaient jugées plus accessibles aux femmes, comme le genre épistolaire. En gros, plus c'est intimiste, plus les barrières à l'entrée sont basses. C'est-à-dire que si tu n'as besoin que de papier et d'un crayon, il y a plus de chances, pourvu que qu'on t'ait appris à lire et écrire, bien entendu, tu as plus de chances d'accéder à l'écriture, alors que la peinture, il y a des institutions, il y a du matériel, il y a une dimension collective, de même que le cinéma ou la musique, il y a une barrière à l'entrée qui est peut-être plus importante pour être diffusée ensuite, pour être reconnue, pour avoir accès aux bons instruments ou aux orchestres quand tu fais une œuvre collective, et que du coup, en fonction de ces barrières à l'entrée, de la dimension collective ou intimiste de la forme d'art, tu vas avoir plus ou moins de femmes, quoi. Oui, et dans une forme d'art, tu peux aussi avoir des niveaux de sujets plus ou moins grandioses. Je sais pas si vous avez vu, il y a une exposition en ce moment au Louvre à Paris qui s'appelle Les Choses, sur les natures mortes. Oui. Et en fait, j'ai eu la chance d'assister à une conférence où la conférencière nous expliquait que à l'époque, les natures mortes, c'était vraiment le dernier sujet intéressant de la peinture, parce que les grands peintres, ils peignaient l'histoire avec un grand H, justement, les grands personnages, des paysages sublimes, le cas échéant des portraits. Et alors vraiment, au dernier niveau, il y avait la nature morte, qui n'avait aucun intérêt et qui était réservée donc aux femmes, puisqu'elles pouvaient le faire dans leur cuisine avec un pinceau et trois pots de peinture. Donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite, évidemment, cette forme a acquis beaucoup plus de dignité et puis et d'autorité, et est devenu un art vraiment à part entière. Mais c'est marrant parce qu'on a démarré en disant que les natures mortes, c'était un truc de bonne femme, quoi. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, parce que ton livre fait pas mal écho à celui dont je voulais vous parler.
Le livre s'appelle Une place. Ça a été écrit c'est assez récent. Ça a été écrit par Eva Kirillov et dessiné par Mathilde Lemiel. C'est un livre qui est hyper agréable à lire parce que il y a une façon très simple d'aborder des choses fondamentales et on apprend beaucoup en lisant ce livre. Et il est beaucoup question de place. Ça fait beaucoup écho aussi au titre de notre podcast, forcément, mais il y a plein de choses qui font écho à ce que tu viens d'évoquer, Céline, et notamment cette notion d'accès à la formation, mais aussi d'accès à la place physique. Enfin, il y a vraiment toute une réflexion autour de ce mot de place, de la place physique, parce que quand tu veux peindre une fresque, tu vois, de l'histoire, de la Bible ou d'une histoire de guerre, etc., il te faut de la place physique. Il faut un grand atelier. Or, les femmes n'avaient pas accès à ces ateliers-là, à ces places-là. Mais il y a toute une réflexion sur le livre aussi autour d'effectivement ce qu'elles avaient sous la main pour peindre comme matière, comme inspiration. Et notamment le côté, à la fois, elles ne pouvaient peindre que ce qui relevait de leur vie, à savoir beaucoup l'aspect domestique de la vie familiale et de la vie. Donc l'intimité, le domestique qui était considéré comme pas intéressant. Ça me fait penser à tes natures mortes, mais c'est pas intéressant, une femme qui boit le thé ou un chat ou des enfants qui jouent. Et pourtant c'était leur vie, c'était ce qu'elles avaient sous la main pour peindre. Donc il y avait un côté très méprisé la peinture des femmes, parce que c'était des scènes qui étaient pas très intéressantes. Donc cette question de la place dans la formation, de la place dans la dimension des tableaux, de la place qu'elles peuvent prendre, mais de la place domestique aussi. Et ce qui m'a frappée à la lecture de ce livre, c'est à quel point, je dis pas ça pour que ce soit déprimant, mais à quel point les choses n'ont pas tant changé que ça dans le fond des combats. Parce que il est question dans ce livre finalement de s'émanciper de cette place assignée de celle qui prend soin, de celle qui prend soin des enfants, qui prend soin du foyer, qui prend soin de tout ça. Et dans le fond, les sujets, je suis forcément biaisée par les sujets que je traite dans les équilibristes, mais à quel point ces débats-là et ces tiraillements-là n'ont pas changé. Il y a un moment, l'autrice cite Marina Abramovic, qui disait « Mon succès est dû en partie au fait que je ne sois pas mère. Pourquoi les hommes occupent-ils les postes les plus importants ? C'est simple, l'amour, la famille, les enfants, une femme n'est pas prête à sacrifier tout ça. » Et il y a cette idée que pour peindre, et ça rejoint ton idée de génie, Laetitia, mais pour peindre, pour devenir très bon, pour exceller, quelle que soit la discipline, il faut mettre des heures, il faut travailler. Enfin, on ne se réveille pas génie. On travaille pendant des heures et des heures et des heures. Je sais plus qui avait théorisé qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour devenir très très bon dans une discipline, pour exceller. Mais il y a cette idée que pour pouvoir exceller, il faut pouvoir mettre de côté le reste. Et que cette possibilité-là, les femmes l'avaient beaucoup moins. Il y a toute une partie aussi sur Louise Bourgeois, qui peint autour de ça et des femmes boîtes, qui représentent la maison, le foyer comme ça, qui était mère de 3 enfants et qui a jamais voulu renoncer, mais où il y a vraiment cette réflexion sur quelle place j'accorde à cette peinture, à cet art qui est important, versus la place que prend tout le reste, tous les autres domaines de ma vie. C'est rigolo parce que t'as dit pas prête à sacrifier tout ça. C'est parce que la définition de l'art avec un grand A, elle suppose encore et toujours que tu sacrifies tout, que tu y sacrifies tout. Il y a d'un côté, il y a ça, et puis de l'autre, les sujets, tu l'as dit, ce qui est domestique, ce qui est maternel, ça, c'est pas un sujet digne d'art. Non. Voilà, c'est pas un sujet. Et si pourvu que simplement tu redéfinisses l'art autrement et tu acceptes d'autres genres, d'autres manières d'expression, en fait, t'élargis le champ des génies considérablement. Exactement. Et c'est toute la question du regard et du gaze, et de à quelle hauteur on situe, à quel angle on prend pour décrire les choses et pour même juste regarder les choses, pour observer, pour se rendre compte. Tiens, là, il y a quelque chose d'une infinie beauté, d'une infinie banalité, mais d'une infinie beauté et qui vaut la peine d'être mise en valeur sous quelque forme d'art que ce soit. Et Céline, tu nous parlais d'un film récemment. Tu parles d'immenses banalités. Moi, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une revue britannique qui s'appelle, je recherchais Sight and Sound, et qui tous les 10 ans établit une liste des meilleurs films de tous les temps. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fin d'année l'année dernière, cette revue a élu comme meilleur film de tous les temps le film de Chantal Akerman qui s'appelle Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, qui est un film qu'elle a sorti en 75.
Elle avait 25 ans, hein. Et qui dure 3h15. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, on suit la vie domestique de cette fameuse Jeanne Dillman. D'ailleurs, le titre, je trouve ça super intéressant parce que vous avez vu le titre, c'est l'adresse de cette femme, parce que finalement, son adresse et son identité, c'est ça, c'est son appartement. Et donc, on la suit dans ses gestes les plus quotidiens pendant 3h13. On la voit préparer je sais plus quel plat elle fait. Mais elle a un fils dont elle s'occupe, elle est seule, elle est veuve. Et elle a un fils qui doit avoir 15-16 ans. Et sa vie à cette femme, c'est de préparer le petit déjeuner de son fils, de lui cirer tous les matins ses chaussures. Donc elle se lève avant lui pour lui préparer son petit déjeuner, et ses habits et ses chaussures. Et sa vie se résume à faire les courses, donc aller chez le boucher, préparer le déjeuner et ensuite le dîner. Et il y a cette scène, moi, qui m'a vachement émue. Je ne sais pas encore pourquoi, mais il faudrait que je l'analyse. Mais on la voit qui fait la vaisselle, elle est de dos. Elle fait la vaisselle, Sandra Alicia, pendant, je pense, 7 minutes. Parce qu'en fait, la réalisatrice l'a filmée en temps réel. Donc, on voit cette femme faire la vaisselle pendant 7 minutes. Et elle est de dos, donc elle est courbée. Et donc, on voit ces gestes hyper simples, hyper... voilà, pas super épanouissant, quoi, des trucs de tous les jours. Et je sais pas, c'est hyper émouvant, et je suis tellement contente que ce film ait eu un prix et soit considéré comme le film de tous les temps. Alors, autant vous dire que il y a eu plein de détracteurs et que il y a pas mal de gens qui ont dit, mais pourquoi voir une femme faire sa vaisselle serait le meilleur film de tous les temps. Mais ouais, c'est un film qui est incroyable. C'est un peu la gloire du quotidien, non? Est-ce que c'est pas ça? C'est finalement montrer le quotidien. Tu sais, c'est comme pendant l'histoire, la discipline de l'histoire qui a longtemps été axée sur les batailles. Ça s'appelle l'histoire-bataille. Le fait de raconter que les batailles dans l'histoire. Et un jour, il y a eu des courants d'historiens qui ont dit, non, mais l'histoire, c'est aussi comment on mangeait, comment on élevait ses enfants, qu'est-ce qu'on utilisait pour les longer, comment on vivait, et puis toutes sortes de choses, en fait, tout aussi importantes. Et puis, d'un coup, est arrivé tout un tas de vagues d'écriture de l'histoire qui présente une autre vision de l'histoire. Et là, c'est un peu pareil avec le film que tu racontes, c'est que le film, c'est tellement toujours est censé être une histoire grande, quoi, une grande histoire, et avec les codes de la grande histoire. Et si tu appliques les codes de la grande histoire à une histoire dans sa simplicité, dans son caractère limité, où l'adresse, il y en a qu'une, quoi. Bah, je pense que ça procure un sentiment étrange oui, en fait, le grand, il peut se nicher partout, quoi, dans les choses les plus petites et les plus banales. Il y a Alice Zeniter. Vous avez lu Alice Zeniter? Non. Elle a écrit un livre qui s'appelle Toute une moitié du monde, qui retrace aussi un peu l'histoire de la narration, de l'écriture, de la littérature sous ce prisme-là. Et elle dit, en fait, des codes narratifs sont des codes narratifs masculins. C'est toujours des aventures, je vais dehors, je rencontre des ennemis, je me bats, je surmonte, et machin, et qu'en fait, l'arc narratif typique de ce qui fait un grand roman, en fait, ne colle pas à des histoires domestiques, banales, qui vont être plus des états d'âme, des problèmes quotidiens, ou des choses qui n'ont pas forcément des ennemis de la même forme, et qu'en fait, tout le schéma narratif et les codes d'expression de ces formes d'art ne correspondent pas à beaucoup de femmes, parce qu'elles n'ont pas d'histoire comme ça à raconter, quoi. Bah, c'est ce qu'on a reproché aussi à Annie Ernaux, là, quand elle a reçu quand même le prix Nobel. Je pense qu'on aurait tous les Français auraient dû se féliciter de ça. Et il y en a eu plein qui ont dit, mais enfin, ce qu'elle raconte aussi, c'est la vaisselle et les enfants. Franchement, c'est pas de la grande littérature. Et je sais plus qui disait, mais avec Proust, et qu'est-ce qu'il nous racontait, lui? Il nous racontait qu'il était dans son lit aussi avec son asthme. Franchement, il était déjà là, le genre narratif du dedans, comme tu dis. Il sortait pas beaucoup de chez lui, si ce n'est pour aller dans des soirées mondaines, mais ça aussi, ça m'a vraiment marqué. Elle a été beaucoup décriée sur le sujet de sa littérature, qui était aussi, voilà, taxé d'être trop féminin, en fait, hein. Faut dire ce qu'il y a. Ouais, et moi, vous me faites penser, j'ai envie de faire un petit coucou à Sophie Félix-Joachim, que j'ai rencontrée parce que c'est une auditrice du podcast, et on s'est rencontrés comme ça, et qui est peintre, et qui est en train de faire tout un travail sur le moment de la douche chez les mères. Le moment de la douche. Et toi, tu ris parce que tu sais ce que c'est le moment de la douche. Le moment de la douche, c'est à peu près le seul moment où,
normalement, t'es tranquille dans ta salle de bain. Je dis normalement parce que quand on a vécu un confinement, on sait que c'est pas si simple quand on a des enfants en bas âge. Mais ce temps qui est juste à soi, où on a quelques minutes comme ça dans la journée, qui est a priori un temps qui revient tous les jours, mais qui est d'une banalité sans nom, et en même temps un temps extrêmement précieux dans des quotidiens. Et donc avec des batailles, elle peint ça en fait. Ouais, elle a demandé, elle a lancé un appel à participation où elle demande qu'on envoie une photo. C'est évidemment très protecteur de l'intimité de chacune qui veut bien se prêter au projet, mais il y a cette idée de qu'est-ce qu'on capte de ces moments-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans ce côté sacré de l'eau aussi. Enfin, ce temps qui est vraiment que à soi. Et de l'endroit à soi aussi, de la l'endroit pièce à soi. Exactement. Et on revient à Virginia Woolf. On revient tout le temps à Virginia Woolf. Et je trouvais ça son travail m'émeut beaucoup parce qu'il y a de ça, et je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai des souvenirs très forts de moments, tu vois, où il y avait des choses, mes batailles à moi, qui sont pas des batailles légendaires et tout, mais nos batailles du quotidien, et des moments où ces batailles-là te rejoignent sous la douche et où t'es parasité par ça, versus des moments où t'arrives vraiment à te dire c'est mon temps à moi, c'est précieux. Bref, je m'éloigne un peu du truc, mais sur ce côté de représenter des choses d'une grande simplicité. Ouais. Et puis de qui décide, qui décide, si qui est important, exactement. Si c'est grand ou si c'est de l'histoire. C'est ça aussi. On revient aux gardiens du temple. J'espère que maintenant il y aura plein de gardiennes du temple qui vont ériger tous ces sujets un sujet important. Ouais, et puis même de manière militante, vous me faites penser à un livre qui est sorti tout récemment de Martine Delvaux et Jennifer Bélanger, qui s'appelle Les Allongés. Et en fait, elles s'inscrivent toutes les deux, elles ont des douleurs chroniques, et donc elles sont beaucoup en position allongée, ce qui est vraiment pas la position du héros avec un grand H qui va vivre des aventures dehors. Même si Marcel Proust était beaucoup allongé. Et voilà, Marcel Proust est une allongée, un allongé qui rejoint ces femmes-là. Mais donc du coup, ce qu'elles décrivent comme ça, vraiment de l'ordre de l'intime, c'est ce corps étendu sur un lit. Voilà, c'est toutes ces lignées de femmes, mères, soignantes, etc., mais qui sont accidentées, qui attendent d'accoucher, qui sont malades, qui sont enfermées, qui sont, enfin voilà. À l'intérieur. Voilà, qui sont à l'intérieur. Et moi, je trouvais le point de départ, ça me fait penser à ce que tu disais sur la douche, parce que pareil, c'est ces choses un peu impensées, pas regardées, et rien que la position allongée, c'est à quoi un livre dessus, vous n'y pensez pas. En effet, Proust a le droit, mais si t'es une femme, c'est plus compliqué. Ouais. C'est fou, ces sujets qui sont fondamentalement les mêmes, même s'ils prennent des formes différentes selon les âges, selon les périodes. Ouais, et puis c'est fou, ces sujets qui acquièrent une universalité maintenant, puisque la deuxième partie de la population se prononce et les met au jour, et en fait, ça fait toute une série de nouveaux sujets finalement à exploiter, à mettre sur le devant. Moi, je trouve ça plutôt. Mais on le voit dans la littérature, dans l'histoire, dans l'art peinture, dans l'architecture, dans la musique. Il y a tout un courant très fort de revendication à un matrimoine. Dire voilà, cette idée de patrimoine. Alors c'est marrant parce qu'on en parle aussi en finance d'ailleurs, de matrimoine. L'idée qu'une femme peut transmettre à une autre femme de l'argent. Mais le matrimoine en art, c'est l'idée qu'une femme a une place qui fait qu'elle peut transmettre à d'autres femmes et à d'autres hommes, pas uniquement à des femmes, le génie, la grandeur, le sublime, l'art. Et je pense que ça, on a fait beaucoup on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. Vous qui avez des filles, vous savez qu'il y a eu tous ces livres sur les femmes effacées de l'histoire, des histoires pour enfants qui tournent autour de ces femmes oubliées. Pour moi, c'est vraiment un peu le point de départ. Les culottés, ensuite, c'est des esprits de BD, etc. Et puis, dans tous les domaines artistiques, on a la même tendance. Donc, il y a eu ces musées anglo-saxons qui ont commencé à faire des expositions qui retracent justement ces artistes peintres femmes oubliées. Il y a eu ce mouvement... alors, en musique, il y a eu plusieurs livres qui sont sortis récemment, dont celui de la violoniste Marina Chiche, qui parle des musiciennes de légende et qui dit que dans les anthologies, c'est pareil. Il y a des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, et à la fin, un chapitre
dans lesquelles on regroupe toutes les femmes de l'histoire et les femmes. Tu fais oups. Et elle raconte là aussi, il y a des gardiens du temple et tout. Et maintenant, on programme davantage de femmes dans les concerts, à la radio, etc. Et l'idée, c'est là aussi, si on leur donne une place qui est plus importante, elles seront, on va les retenir, on va y penser, parce qu'il y a un effet boule de neige du génie. Plus on parle de toi, plus on te commande des choses, plus tu es visible, plus tu es aimé, voilà. Et les algorithmes le renforcent encore plus, cet effet boule de neige du génie. Et donc, c'est un cercle vicieux pour les femmes, parce que s'il y a un boule de neige des hommes, génie, et pas des femmes, on voit que, en fait, ça sera de plus en plus. Je veux dire que la place des femmes risque d'être de plus en plus petite. Et vous avez vu aussi, il y a 2 films qui sortent là coup sur coup, cette semaine, sur des chefs d'orchestre femmes. Il y a Tar avec Cate Blanchett et un film français qui s'appelle Divertimento sur cette chef d'orchestre femme qui vient de Stein, d'une cité et dont on a fait un film. Ils sortent le même jour après-demain. Génial. Dans la musique. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, en fait, ça rattrape, ça fait remonter, ça expose. C'est assez génial en fait. Et le podcast n'y est sûrement pas pour rien aussi. Et je pense que ce sera un sujet dont on aura l'occasion de reparler, mais de finalement cette histoire de comment on oriente le projecteur, sur quoi on oriente le projecteur et le podcast. Et tu parlais de barrières à l'entrée tout à l'heure, Laetitia, mais c'est quand même un des médias avec le moins de barrières à l'entrée qui donne une voix assez facilement. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'intérêt sur ce sujet du podcast, donc ça sera peut-être l'objet d'un futur épisode prochain. Un épisode de Place à prendre sur le podcast et les podcasteuses. Exactement. Ouais. Eh bien, merci les filles. Merci à toutes les deux. Vive les génies S. Les géniesses. À bientôt. À bientôt.